Mesdames et messieurs, il est 10 heures. Bienvenue au 28e webinaire Recap. Je m'appelle David Imseng, je suis directeur et fondateur de la société Recap. Michael Luken, co-responsable du groupe spécialisé ECH Affaires politiques, sera également présent aujourd'hui. Il nous présentera le thème de l'Open Government Data et standardisation. Erika accompagnera le webinaire en tant que modératrice et répondra à vos questions, soit directement par écrit, soit en nous les adressant pour y répondre ensuite en direct pendant le webinaire. Et c'est ainsi que nous arrivons déjà aux détails organisationnels du webinaire. Est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez lever la main? Très bien. Vous pouvez intervenir, comme vous avez justement fait en levant la main. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions et réponses. Et pour tous autres commentaires, la fenêtre de discussion est disponible. Le programme d'aujourd'hui se présente comme suit. Il y a 3 blocs. À la fin de chaque bloc, nous avons prévu suffisamment du temps pour répondre à vos questions. Nous commençons chaque thème à l'heure indiquée car certaines personnes ne pourront pas assister à l'intégralité du webinaire. Nous allons maintenant commencer par le thème Open Government Data et standardisation. À 10h30, nous poursuivrons avec les nouvelles fonctionnalités avant de discuter de développement futur à partir de 11h. Commençons par la première partie, Open Government Data et standardisation. Michael Luken est informaticien et architecte de données spécialisé dans la gestion de link data et des graphes de connaissances. Il a obtenu son doctorat à l'Université de Fribourg et a été membre du groupe Exascale Infolab. Ses recherches portent sur la modélisation et la visualisation de données sémantiques. Michael travaille actuellement comme architecte de données à la Chancellerie fédérale suisse, où il s'occupe de l'intégration et de la gestion de données dans un contexte fédéral. Michael, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui et je te laisse la parole. Merci beaucoup, David. Bonjour tout le monde. C'est plaisir pour moi de vite vous un petit peu introduire sur Open Government Data en général. Et en plus spécial, on va parler de la standardisation dans le contexte de ECH qui se passe spécifiquement sur le sujet des affaires politiques. Pour moi, très important, si vous avez des questions, toujours m'interrompre. Je trouve le plus qu'on peut profiter aujourd'hui, c'est d'avoir un petit peu un échange sur les différents sujets que je vais présenter. Donc, sur le niveau fédéral, en tout cas, il y a une loi qui est en vigueur depuis 2024 qui nous permet et aussi oblige de toutes les données qui ont créé dans la Confédération de les publier open by default pour tous les acteurs publics, privés et aussi les autres euh, offices ou les autres niveaux fédéraux comme les cantons et les communes. Maintenant, ça c'est assez facile dit. Le moment qu'on veut publier des données, après on doit se réfléchir un petit peu comment on va faire ça. Et ça c'est un petit peu le sujet qu'on va rentrer aujourd'hui avec ECH et la standardisation qui se passe dans ce contexte. Et je suis très content qu'on a des représentations de différents parlements, aussi sur les différents niveaux fédéraux aujourd'hui là. Et une de mon buts principal sera de probablement convaincre un ou l'autre du aussi partager dans ce travail parce qu'une une standard va juste marcher s'il est accepté par tous les niveaux et par les sources, par celles-ci qui créent en effet les données. Donc, ça c'est le première partie, ou une partie de l'article 10 dans ce loi. En allemand, c'est le MBAC, en anglais, c'est le LMETA. Euh, et en français, c'est l'EMO, je ne suis même pas sûr. Il faudrait que je regarde ça en détail. Donc, les données sont mises en ligne gratuitement, en temps utile, sur une forme lisible par les machines et dans un format ouvert. Ça, c'est une première partie. Par contre, si on aimerait après dans le landscape de tous les différents
acteurs politiques qu'on a, comme les communes et les cantons, euh, ça va amener déjà une chose si c'est ouvert. Et je suis très conscient que ça, c'est le loi qui a le vigueur vraiment sur la Confédération. Et là, j'aurais presque une question envers les participants. Il y a dans les cantons et les communes qui sont présents déjà aussi des lois qui poussent dans la direction d'ouvrir les données by default. Si vous pouvez vite écrire dans le chat s'il y a quelque chose dans vos différentes juridictions, ce serait intéressant de savoir. Et entre-temps, je vais déjà aller plus loin. Mais c'est quelque chose qu'on a sûrement une discussion. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Je dirais, en général, c'est quelque chose qui se en train de faire et passer plus en plus que c'est un mouvement en général qui se passe sur les différents niveaux aussi cantonal, que plus en plus des cantons mettent des données qu'ils ont, qu'ils créent dans plein de différents domaines, mais aussi dans les domaines des affaires politiques qui vont être mis ouverts. Donc, qu'est-ce que sont les parlements qui publient déjà des OGD? Ici, je vais avoir plutôt des exemples des cantons germanophones. Euh, mais tout d'abord, le Parlement suisse a déjà pas mal de données qui sont publiées depuis longtemps. Ils sont maintenant dans leur troisième version de API qu'ils sont en train de développer. Les deux anciens API sont encore à ce moment aussi publics et ils sont encore alimentés. On a pas mal des cantons qui publient après aussi sur Open Data Suisse. Quelquefois, ils publient des données comme des dumps, juste des fichiers qu'on peut être chargés. Quelquefois, ils décrivent comment leur API dans les différents cantons il marche pour après chercher les données plus en temps réel et dans cette façon. Donc, ici, il y a l'exemple de la ville de Zurich. Donc aussi, quelques des plus grandes villes, ils ont déjà des possibilités de chercher les données. Ici, on a l'exemple du canton Bâle-Stadt et Saint-Gall, encore une fois, cette fois de la ville. Ici, on a le canton de Thurgau qui a aussi une sorte d'un portail. Et depuis pas si longtemps, je crois, depuis cette année, ils sont aussi au canton de Berne, pas mal de données du Grand Conseil qui sont publiques à consommer. Donc, qu'est-ce qu'on a en Suisse? On a un Parlement national, 26 parlements cantonaux et 461 parlements communaux. Ça, c'est pour moi une des grands points pourquoi on parle aujourd'hui du standardisation dans le contexte ECH. On va voir après des différents comment on dit, raisons pourquoi c'est utile de faire cette standardisation. Mais une qui est tout avant que c'est un travail, il faut le pas minimiser, mais il faut vraiment réfléchir qu'est-ce que c'est une bonne façon de structurer les données, de réfléchir comment ils vont être utiles pour les consommateurs. Et c'est un travail qui a un certain poids. Et comme toujours dans ces choses, serait-il que c'est pas fait par, si on compte ici ensemble, environ 500 organisations en parallèle, encore une fois. Donc, SCH essaie de un petit peu minimiser le temps de travail pour ces différents cantons et aussi les communaux parce qu'il y a un standard commun qui peut être utilisé. Après, ça, c'est pas tout à fait facile non plus parce qu'il y a toujours ces questions à quel point on peut comparer après, quelquefois, dans les différents cantons, les données. Donc, ici, on voit l'exemple de Basel-Stadt avec Recap et leur portail de données open. Là, je pourrais demander après David à quel point il y a ici une connexion, à quel point les données ils sont en effet alignées d'une portail à l'autre. Mais après, il y a aussi la comparabilité
entre les différents cantons, s'il y a les choses qui sont pareilles. Ici, on a un exemple qui est Christian Gutkert, si jamais, qui est le co-leiter de ce groupe a créé, qui montre un petit peu qu'en soi, on parle des mêmes choses, des mêmes affaires politiques dans ce cas, mais les données en détail, les différents attributs, ils se présentent quand même très, très différents. Donc, une but à part de, en effet, optimiser un petit peu les ressources que, je dirais, la Suisse en total, mais sur structurer et avoir des différents standards en commun, c'est d'aussi avoir une possibilité de mieux comparer, en effet, qu'est-ce que se passe dans les différents cantons et communes, et aussi de faire le lien entre les communes, les cantons et après le niveau fédéral basé sur ces cantons. Maintenant, comment ce groupe ECH, que je vais maintenant rentrer un petit peu plus en détail, s'est créé. Une première partie, c'est que il y a ce groupement Open Parle Data qui se crée, je ne sais même pas en détail, mais ça fait quelques années. Ils ont reçu en effet une soutenue de la Fondation Mercator pour l'année passée et cette année, de en effet créer une pool de données. L'idée, c'est qu'ils font le travail, ils scrape, où il y a des API, ils cherchent les données de tous les différents cantons et 45 villes pour mettre toutes ces données ensemble dans une base de données commune. Avec le but après qu'il y a une adresse ou une API où on peut chercher toutes les données sur tout le Parlement, sur toutes les informations dans les affaires politiques à un endroit. Maintenant, ce travail est d'une façon assez importante, comme ça on pousse cette idée d'avoir une point de vue global en Suisse d'une manière, mais qu'est-ce que c'est aussi de l'autre côté presque triste, c'est que il faut ce travail parce qu'il y a exactement 26 cantons et presque 26 différentes façons comme les données ils sont proposées. Donc, ce travail est nécessaire de unifier les données et de le mettre prêt à un endroit pour après consommer. Ça dit, le but final, c'est d'avoir une API REST qui on peut chercher pour tous les cantons d'une même manière les données de les différents cantons, aussi du Parlement suisse et ces villes que je mentionnais. Finalement, leur but dans ce projet aussi qu'ils sont en train de lancer, c'est de créer une API qui va montrer d'avoir avec le API aussi un petit interface utilisateur. Il ne veut pas se mettre trop là-dedans, de le faire très joli. C'est plutôt l'idée de faire une première approche pour les données, que les gens ils ont une plus possibilité en effet de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les données sans avoir la connaissance de travailler avec une API, avec une Schnittstelle pour chercher ces choses. Le valorisation les données qui sont en commun, ça, il donne après à les différents consommateurs qu'il y a pas mal possible. Donc, comme dit, cette standardisation, c'est une partie aussi dans le projet qu'ils font. Et la première partie, ça, qu'est-ce qu'en effet, ils sont dans le soutien de Mercator, c'est de créer ce base de données, de créer le API et de aller plus loin. Mais de créer les standards, ça c'est maintenant quelque chose qu'ils poussent en plus. Après, dans Open Parle Data, qui a sûrement plutôt une focus plus longue qu'une ou 2 ans, plutôt 5 ans plus. On est tous très, très réalistes sur le niveau que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire dans 2-3 mois, de créer ces standards pour tous les niveaux fédéraux dans ce contexte. Maintenant, je viens plutôt de mon fonction comme architecte de données à la Confédération. Nous, on est en effet la motivation de 2 postulats qui datent de 2017 et qui a fini dans un rapport de postulat de 2020
qui se pose sur l'idée qu'il faut créer aussi un modèle de données. C'est une des Maßnahmen qu'il y a dans ce rapport, qu'on crée un modèle commun, en tout cas sur le niveau fédéral, mais on va voir après qu'avec ECH, on a ouvert un petit peu le contexte qu'on peut créer ce modèle de données aussi ensemble pour les différents niveaux fédéraux en même temps. Donc ça, c'est un petit peu le bas sur lequel je travaille à la Confédération d'avancer ce sujet, d'avoir un standard commun. Qu'est-ce qu'on a déjà créé pendant l'année passée? C'est une standard qui s'appelle PAFLINK pour Public Affairs Schema. Et l'idée ou le premier analyse qu'on a fait, c'est que ça va être très, très difficile de créer un standard sur tous les processus qui se passent dans la politique en une fois. Il y a plusieurs défis qui nous font ce travail difficile. Premièrement, c'est très difficile de mettre tous les acteurs à une table, pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de volonté, beaucoup plus parce que les ressources attribuées de travailler sur ces sujets, ils sont souvent pas alignés dans le temps. Donc, c'est pas très réaliste de penser qu'on peut faire un grand projet de créer ces modèles de données, et spécialement sur le niveau fédéral où il y a quand même pas mal de différents partis. Si on pense de toutes les descriptions de l'émotion qui devient après des mandats qui vont vers l'exécutif, qui est dans l'exécutif, il y a après les consultations d'office, après il y a des consultations vers le canton. Il faut aussi avoir les cantons pour ces consultations à la table pour standardiser ça, et plus en plus jusqu'au bout que normalement ou souvent c'est après un changement dans le texte de loi. Et aussi les textes de loi qu'on va voir, c'est une des sujets qu'on discute dans ce contexte. Donc de ce côté, on a créé ce PAF Link. L'autre problème, c'est aussi que souvent, si on fait ces projets qui sont une énorme grandeur du scope, ça se arrête après quelques temps parce que les coordinations deviennent très difficiles. Avec PathLink, on a créé une sorte, une blueprint, une plan, comment on peut créer des différents parties de ce processus sur le niveau fédéral, mais aussi dans les cantons et dans les communes, euh, pas à pas, qu'on a une corps, une noyau qui c'est toujours ressemblant et qui a après la possibilité de connecter les différents parties une fois qu'on avance et qu'on a plus de parties de tout le landscape, de tous les l'environnement dans lequel ce processus politique il se passe en tout général. Très bien. Donc, ces deux mouvements, en effet, indépendants d'une façon en parallèle, exactement d'un groupement civic tech comme Open Pile Data et les motions de le côté sur le niveau fédéral, on se mis ensemble, en effet, de pousser en avant cette volonté de créer un standard pour les affaires politiques dans le contexte d'un groupe spécialisé de ECH. ECH, en tout court, pour qui ne connaissent pas, c'est en effet une association qui a le but de créer des standards. L'association est soutenue par différents players, d'entre autres aussi la Confédération. Et dans ce contexte, on peut créer ces standards bien aussi détachés de la Confédération sur les différents niveaux. Et il y a pas mal de différents groupes qui ça se fait pendant les dernières années dans plein de différents domaines. Un groupe qui est assez proche de le nôtre, c'est les affaires politiques. C'est pas les affaires politiques dans lesquelles nous sommes, c'est en effet les droits politiques directs en français, die politischen Rechte. Et celles-ci, ils ont déjà avancé et abouti maintenant pas mal de différents standards, tout ce qu'est-ce que c'est dans l'environnement des votes, c'est des votes fédéraux ou aussi cantonaux.
Et avec ça, dans ce groupement SCH, on a la possibilité en effet de se rencontrer dans un environnement un petit peu neutre et que aussi tous les différents participants peuvent mettre vraiment sur la table qu'est-ce que c'est qui est important pour eux d'avoir après dans ces standards et d'avancer ça en plus de détails. Euh, une chose qui est un petit peu spéciale, mais normalement, les différents cantons, en tout cas, ils sont déjà partis. C'est une association qui est consacrée à la standardisation. Donc, en effet, le travail en soi est toujours bénévole. C'est les ressources de vos organisations que vous amenez. Et même pour donner ces ressources bénévoles, il faut être membre de l'association et vous payez même un certain montant pour être membre de cette association qu'elle peut se tenir soi-même. Ça, c'est tous en très court sur, en effet, qu'est-ce que c'est SCH. Et maintenant, on a créé ce groupement fin de l'année passée. On avait le kick-off et il avait à ce point 3 ou 4 meetings. On a aussi pu faire Medienmitteilung, une release to press sur ce travail que vous trouverez chez la Chancellerie fédérale qui, invite les champs sur les différents niveaux et ça peut être des cantons, des communes, tout ce qui est le secteur public, mais également, et comme ici je suis chez RECAP, les entreprises, parce pour finir, qu'est-ce qu'on veut, c'est des standards qui sont applicables, qui sont utiles et qui sont aussi, en effet, pris en compte par les différents producteurs des logiciels. Donc, là, on est dans ces dernières séances qu'on avait dans ce contexte ECH, on a créé en effet 6 sous-groupes et je vais très courtement passer à chacun pour donner un petit aperçu qu'est-ce que le sous-groupe est en train de se occuper. Et à ce moment, on est vraiment dans les, comment je veux dire, dans le bootstrap, on commence de travailler. Donc, si vous êtes intéressé par une de ces sujets, c'est tout à fait exactement le moment de participer et de amener votre expertise. Et ça peut être l'expertise soit plutôt technique, mais aussi encore plus important pour nous, c'est l'expertise sur le sujet, sur le domaine, sur les différences que fait en effet vos cantons, vos communes uniques dans ces processus. Et sachez, je peux vite faire encore un petit interlude là, c'est pour nous très important, on ne veut pas créer une standard qui peut en effet montrer le plus petit noyau de tout ce qu'on a en commun. On veut vraiment créer un standard qui, tous les différentes spécificités qu'il y a dans les différentes communes et cantons peut être exprimé quand même dans ce standard que c'est praticable d'utiliser et que ça fait une plus-value finalement pour tout le monde. Donc, l'opération publique du Conseil, en allemand Ratsbetrieb, c'est tout ce qu'est-ce que c'est en effet les différents euh, questions sur les législatures, les sessions et finalement aussi les différents meetings, même les rencontres des commissions. C'est là où on réfléchit comment structurer ces données que, en effet, elles peuvent être utilisées, exprimées par tout le monde. Le deuxième groupe, c'est le texte de loi en plus grand sens d'idées. Donc, ça commence par comment on peut trouver un standard pour en effet publier les textes des données. Là, il y a aussi des choses à prendre en compte. Comment ça se passe dans l'EU en général, ou qu'on peut apprendre, mais après aussi dans les différents cantons qui sont déjà des solutions, comme aussi dans la chancellerie fédérale en soi qui publie les textes de loi sur le niveau fédéral pour la Suisse. Après, on a les acteurs politiques, ça c'est personnes, groupes et organes, comment on peut décrire ces différents acteurs et après aussi liés. Ça c'est le numéro 4, ça c'est le métaprocessus sur l'affaire politique, ça c'est ce path-link que je avons à discuter. Ça c'est le groupe qui va faire en effet le connexion entre toutes les différentes choses. Après, on a le affaire politique soi-même. Ça sert à les différentes affaires qui est dans les différents conseils, comment ça s'est
passer dans les conseils, comment ça passe après de la législative, direction exécutive et comment les retours de l'exécutif envers les parlements et de nouveaux traités. Et finalement, le dernier sous-groupe se spécialise dans les consultations, comment on peut créer des standards, que les consultations, ils sont plus que des documents digitaux déjà, mais quand même des documents, comment on peut, si c'est possible, augmenter aussi ici la structuration de toutes ces données. Donc, ça, en très court, l'aperçu des différents groupes. Sur le site web qui est lié là, ou sur ICH, vous trouvez aussi tous les gens qui sont déjà partis. Pour finir, après, ICH a un processus assez strict de assurance de qualité. Donc, notre but avec ce groupe, c'est d'avoir d'ici fin 25 une première partie des standards qui sont prêts, qui on peut rentrer dans ce processus pour avoir un certain quality assurance et qu'il y a aussi la consultation publique dans laquelle, encore une fois, tout le monde a la possibilité de entrer les informations ou de faire des remarques. Très bien. Donc, ça, c'était en très court tout cette idée. Comme ça, encore une fois, pour participer, vous pouvez juste aller sur le site web et utiliser le bouton ici. Comme ça, on va être contacté après. Ou vous pouvez, sans autre, toujours aussi me envoyer une email direct. Et avec ça, je veux encore remercier David et Recap ici pour avoir la possibilité de présenter ce mouvement dans ce forum ici de ce webinaire de Recap. Merci beaucoup. Merci, Michael. Alors, comme il a dit, nous, comme RICAP, on est aussi membre de ECH. Moi, personnellement, je travaille aussi dans un des sous-groupes, le sous-groupe ECH qui concerne les affaires politiques. Et puis, nous, on croit vraiment que Mediaparl, c'est d'outils. Il y a deux aspects. Un des aspects, c'est vraiment le gain du temps qu'on a avec la génération de PV si on utilise l'intelligence artificielle pour être plus rapide. Mais l'autre aspect qui est aussi très très important, c'est de donner un plus-value au public parce que si on a ces données, si les vidéos et les audios sont indexés, si on sait exactement à quel moment qui a dit quoi, ça peut vraiment aussi servir comme plus-value pour le public. Alors, là, on est arrivé à la fin de cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions de votre part? S'il n'y a pas de questions pour l'instant, j'ai une question pour Michael. Là, on a vu que pour ce Open Government Data, il y a déjà quelques parlements qui participent, plutôt des parlements cantonaux. Là, j'ai deux questions. La première question, on a vu qu'il y a 400 communes en Suisse. Est-ce que tu crois que les communes vont aussi aller dans ce sens-là pour Open Government Data et pour les parlements cantonaux? Est-ce que tu crois qu'on va avoir tous les parlements cantonaux qui publient les données comme standard OGD? Alors, comme j'ai dit en tout début, c'est quand même un mouvement qui se passe sur deux différents côtés. Celle-ci qui est plus même, je dirais, dans le public général, pour le moment, c'est sur le niveau open source, qui est en effet aussi dans cette même loi. Ça, c'est un petit peu l'idée de public money, public code. Donc, si c'est des logiciels qui sont créés en effet par les financements du public par des taxes, c'est juste logique que aussi les logiciels en soi, ils sont servis public et tout le monde peut utiliser et avancer ce logiciel. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de passer plus en plus dans les cantons aussi. Et sur le open data, qui est plutôt sur l'axe les données qui sont créées, il y a deux côtés. Donc, une chose, c'est clairement aussi la même idée. Donc, c'est créé par l'argent de le public. Donc, ça fait aussi sens que le public, de nouveau, a accès à ces données et peut travailler.
toujours naturellement tous exclus, qui n'est pas possible côté sécurité de données personnelles et tout ça. On parle plutôt des données qui sont assez ouvertes en général. Et le deuxième axis, pour moi, c'est aussi que euh, dans le processus politique, maintenant plus que toujours, je dirais, c'est très important que tout le monde, en effet, a vraiment la transparence de comprendre qu'est-ce que se passe dans notre processus politique. Donc, je crois de ce côté, ça va devenir vraiment une demande plus en plus du public que, en effet, on a eu des possibilités de vraiment comprendre qu'est-ce que se passe, de où ça vient, en effet, un mouvement qui fait, en effet, qui crée finalement un nouveau loi de texte. Donc, de ce parti, moi, j'ai en tout cas l'impression que va devenir juste plus fort, spécialement dans le domaine des affaires politiques. Euh, Même après, avec l'idée de, si on parle des outils aujourd'hui, ils ont plutôt fait un main très structuré, mais aussi avec tout le mouvement de l'AI, je crois d'avoir ces données qui sont sûres, qu'on sait que ce n'est pas un modèle qui hallucine quelque chose. Dans ce temps, ça va être plus en plus important que les gens ils ont vraiment une facilité de trouver en effet les faits, qu'est-ce que c'est vraiment passé dans le Parlement, qu'est-ce que c'est vraiment les discussions qui sont faites en plus vitesse sans d'avoir besoin de étudier des documents, trouver des fichiers sur les différents sites web des différents cantons. Oui, ça c'est certainement aussi un aspect qui est très important avec les fake news qu'on a ces jours-là, avec l'intelligence artificielle. Et puis ça c'est aussi un sujet, on va très brièvement parler de ça dans la prochaine partie, c'est la sécurité de données et la protection de données, SIPD. Et puis là, à ce niveau-là, je crois que c'est très important. Si on partage quelque chose, il y a toujours une petite serrure en verre. Ça veut dire que la connexion est sûre et que les données ne sont pas modifiables. Et puis, c'est très important qu'on partage les données à ce niveau-là et que le public comprend que ces données ne sont pas modifiées et ces données sont justes et deviennent vraiment du canton ou de la commune. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, je propose qu'on continue. Vous pouvez quand même encore demander des questions concernant cette première partie dans le chat ou même dans la partie Q&A. Et puis on va les répondre plus tard, euh, plutôt vers le fin de la prochaine partie. Merci beaucoup, Merci Michael. David, à bientôt. Et puis on continue. En fait, on avait prévu une petite pause jusqu'à 10h30, sachant qu'il y a déjà 10h33. On continue directement avec la prochaine partie de ce webinaire. On continue avec la présentation de nouvelles fonctionnalités. Pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, c'est juste pour vous mentionner encore une fois que vous pouvez tout moment intervenir en levant la main. On peut même vous donner la parole. Vous pouvez vous exprimer, poser vos questions interactivement pendant le webinaire. Vous avez aussi la rubrique Q&A et puis vous avez le chat où vous pouvez poser des questions. Voilà. Avant d'aborder les nouveautés, je vais juste revenir brièvement sur les résultats du sondage réalisé à la fin du dernier webinaire. Puis là, c'est exactement ça que j'ai mentionné avant. Pendant le dernier webinaire, on vous a posé des questions sur des concepts SIPD, sécurité Internet et protection de données. Là, environ 40% des participants au sondage n'étaient pas concernés par cette question. Et parmi les 60% restants, un peu plus de la matière s'intéressait à les IPD uniquement pour les séances non publiques. Entre-temps, nous avons pris contact avec les délégués à la protection de données de plusieurs cantons. Alors, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter directement et puis on peut vous conseiller si vous devrez écrire des concepts SIPD ou des documents comme ça.
Plus de la moitié des participants souhaitaient tester des résumés. Nous avons amélioré cette fonctionnalité sur la base de différents commentaires et nous allons le voir tout de suite. Puis on a aussi posé des questions sur la segmentation automatique. Ça, c'était un sujet important pour près de 2 tiers des participants du sondage. C'est pourquoi nous avons apporté des améliorations à ce niveau, comme nous verrons dans un petit instant. La reconnaissance automatique des noms de locuteurs était importante pour 85% des participants. Nous continuons encore à travailler sur cette fonctionnalité-là. Elle n'est malheureusement pas encore disponible dans la dernière version, mais ça va venir un peu plus tard. Bien que la reconnaissance automatique des points à l'ordre du jour n'ait été important que pour environ un quart des participants à l'enquête, nous avons ajouté cette fonctionnalité car nous avons constaté qu'elle simplifie le résumé et facilite l'ensemble du processus de travail lorsque les intervenants sont automatiquement segmentés. Le procès-verbal en discours indirect n'était également important que pour environ un quart des participants pendant le sondage, mais nous avons reçu diverses demandes dans ce sens après le dernier webinaire, et c'est pourquoi nous avons également trouvé une solution à ce problème-là. Passons maintenant aux nouveautés. Je vais vous présenter les nouveautés à l'aide de 5 vidéos. La première vidéo dure un peu plus de 7 minutes, et puis les 4 autres sont un peu plus courts. Dans une première vidéo, je vous présente différentes nouveautés. Comment traiter des séances en segments, comment les points de l'ordre du jour sont automatiquement reconnus et comment différents résumés sont générés. La vidéo montre le traitement complet d'une séance et est donc très intéressant même pour les personnes qui n'ont aucune expérience avec Mediaparl. Nous verrons des enregistrements de Colombey-Murat. Nous tenons à remercier la commune de Colombey-Murat de nous permettre de montrer ces données dans ce webinaire. Bien sûr, ce sont tout juste des données qui sont déjà publiées sur l'Internet. Alors, je vais d'abord vous montrer comment télécharger un enregistrement. Je télécharge une séance complète sans segmenter les intervenants ni saisir des points à l'heure du jour. J'ai créé donc une nouvelle séance en cliquant sur le symbole plus. Je saisis le titre et laisse tous les autres champs vides. Ceux-ci sont facultatifs. Ensuite, je glisse-dépose le fichier dans le champ prévu à cet effet et clique sur Créer en bas. Après avoir téléchargé le fichier, je sélectionne Transcrire automatiquement. L'intelligence artificielle génère le texte comme d'habitude. Je peux désormais attribuer automatiquement des points à l'heure du jour. Pour cela, il y a un nouveau symbole à droite. Après avoir cliqué sur le symbole, une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez télécharger la liste des points de l'heure du jour au format PDF. Dans notre exemple, la liste des points de l'heure du jour se présente comme suit. Puis après avoir cliqué sur Générer, l'entrée est verrouillée pendant un instant. Une fois l'attribution effectuée, je peux ouvrir la réunion et voir comment les points de l'ordre du jour ont été automatiquement reconnus. Puis en cliquant sur la double flèche, je peux ouvrir les points de l'ordre du jour. Voilà, là, il y a les points de l'ordre du jour. Je constate que le système a généré différents segments de locuteurs. J'attribue maintenant les différents locuteurs en segments. Au début, c'est Thomas Birbaum, le président du conseil général, qui prend la parole. Le système l'a identifié comme locuteur 6. Je peux indiquer au système que le locuteur 6 doit être remplacé partout par le nom Thomas Birbaum. Dans l'arborescence à gauche, je vois maintenant que le président du conseil général intervient à plusieurs reprises. Dans le segment suivant, c'est Giovanni Brunetti qui parle. Je remplace l'intervenant 12 par son nom partout. Je vais maintenant vous montrer comment diviser et déplacer facilement des segments. Certains passages des points 1 à 3 de l'ordre du jour étaient traités par M. Birbaum dans le même discours. En cliquant sur le bouton correspondant, je peux couper le segment et déplacer le texte dans un nouveau segment avant celui-ci. Je sélectionne maintenant ce nouveau segment et le déplace vers le point ouverture de la séance. Le système me demande de confirmer, puis déplace le segment.
Je répète ces opérations, je coupe de nouveau et puis je déplace le nouveau segment. Voilà, j'ai coupé. Je confirme le locuteur et puis en cliquant avec la souris droite, je sélectionne le segment et le déplace dans le deuxième point de l'ordre du jour. Je peux désormais saisir tous les noms de locuteurs jusqu'à ce que la séance soit correctement structurée. Voilà, quand j'ai mis tous les noms, je peux insérer les noms de locuteurs en cliquant sur l'icône avatar. Là, je confirme que j'aimerais rajouter des noms. Et puis voilà, j'ai les noms dans tous les segments. Enfin, de vous donner une idée de la reconnaissance vocale, voici un exemple de texte. Je informe juste la municipalité puisque vous n'êtes pas encore tout à fait prêt avec votre règlement du parking qui traîne depuis de nombreuses années. J'en suis un peu déçue honnêtement d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être prévoir aussi un panneau pour l'interdiction de parquer au niveau des bateaux. Je peux maintenant télécharger le procès-verbal. Ici, je clique sur l'icône verte, je sélectionne ensuite procès-verbal et le document est assez volumineux. Voici un extrait de ce document. Là, le rapport est accepté par 39 pour, 0 contre, une abstention. Donc, le bureau a bien pris note des différentes recommandations et demandes faites par le groupe politique et on discutera lors de sa prochaine séance. Donc, vous pouvez vous rasseoir. Ça, c'est un petit extrait écrit mot à mot. Je peux désormais générer des résumés. Pour ce faire, j'utilise le bouton noir situé à gauche de celui permettant d'attribuer un ordre du jour. Nous vous proposons 4 résumés différents. Cette nouvelle fonctionnalité est en constante évolution et nous attendons vos commentaires avec impatience. Je génère ici un résumé normal, cela prend quelques minutes. Une fois la génération terminée, le bouton télécharger n'est plus grisé et je peux télécharger le résumé. Ici, je fais défiler rapidement le résumé jusqu'à ce que l'endroit correspondant dans le procès verbal. Et voilà, vous voyez, ces extraits très importants sont là presque mot à mot. Je génère maintenant un procès-verbal. Dans un procès-verbal, chaque intervention est reproduite, mais sous forme abrégée. Nous allons voir le même passage. Voilà là aussi, dans cette version abrégée, il y a les chiffres importants. Et puis, je vous montre un autre exemple. Je vais vous montrer un protocole à gauche et à droite un procès-verbal. À première vue, la version de droite semble plus claire et plus structurée et, comme on a dit, c'est un peu abrégé. Quelques chiffres pour une réunion type de 3h30. Le protocole contient 20 000 mots, le procès-verbal 6 000 mots et le résumé est relativement court avec environ 3 700 mots. Voici ici les statistiques. Le procès-verbal existe d'ailleurs en discours direct et indirect. Les 4 types de résumés peuvent être reconfigurés et complétés. Faites-nous savoir ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité. Et on a vu dans le chat qu'on n'a pas mis les bons locuteurs. On s'excuse pour ce petite erreur.
C'était quelqu'un de nous qui ne connaît pas bien les gens de Colombey-Murat. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette vidéo un peu plus longue? Pour l'instant, je ne vois pas de questions, donc je continue avec la présentation. Il est désormais possible d'utiliser l'application desktop pour enregistrer sans segmentation manuelle et de traiter ces enregistrements dans le cloud. Je vous montre comment. Je crée donc une nouvelle séance en cliquant sur le plus. Je mets un titre, tout le reste, je laisse vide. Je crée la séance. Après, je peux passer en mode d'enregistrement et démarrer l'enregistrement. Alors, dans ce mode-là, ça suffit de lancer l'enregistrement tout au début de la séance et de le terminer à la fin de la séance. On n'a pas besoin de mettre les points de l'heure du jour. On n'a pas besoin de mettre avec des raccourcis clavier les différents locuteurs. Là, sur la forme d'onde, je vois comment le signal arrive au microphone. À la fin, je termine l'enregistrement. Et une fois la séance est terminée, voilà, on voit encore une fois, il n'y a aucun ordre du jour et segment locuteur. Une fois que la séance soit terminée, je peux arrêter l'enregistrement et puis là, je peux le mettre en ligne. La mise en ligne a terminé avec succès. Je passe à l'application cloud et dans cette application cloud, je vois l'intégralité du fichier audio. Et puis, comme j'ai dit, là, il n'y a aucune segmentation. Alors, c'est vraiment 3h30 de données audio. Et je peux quand même lancer la transcription automatique, comme d'habitude. Et c'est le système qui segmente automatiquement les différents locuteurs. Après la transcription automatique, je peux télécharger l'ordre du jour, comme montré dans la vidéo précédente, et je peux définir manuellement des locuteurs, comme on a vu dans la vidéo précédente. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau et quelque chose qui n'a pas marché avant. Quand on a utilisé l'application desktop jusqu'à présent, on a dû rajouter des segments de locuteurs manuellement, autrement, le système n'a pas marché. Pour tous ceux qui ont essayé ça et que ça n'a pas marché, maintenant avec la nouvelle version, vous avez la possibilité de faire des enregistrements comme ça. Là, on a une question. Est-ce que c'est possible de traiter la séance partiellement? Traiter la séance partiellement, ça, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'une partie de la séance, on met les segments de locuteurs et pour l'autre partie, on ne met pas les segments de locuteurs. Pour l'instant, ça, c'est malheureusement pas possible. Alors, il faut soit segmenter toute la séance, soit segmenter rien. Mais pour ceux qui ont segmenté à la main jusqu'à présent, je vous conseille juste de voir une fois comment la segmentation automatiquement elle marche. Ça s'est vraiment amélioré et c'est très probable que ça marche très bien maintenant et que vous pouvez juste lancer l'enregistrement et terminer à la fin. Là, il y a quelqu'un qui a montré le match. On peut vous passer les paroles. Ouais, vous avez une question? Si jamais, si vous aimeriez poser votre question vive voix, n'hésitez pas de mettre le son. Sinon, on continue juste pour l'instant. Et puis, on a une autre question. Pouvons-nous faire une recherche par mots-clés?
Avec quelle efficacité? Ouais, bien sûr, on peut faire une recherche par mots-clés. Pour les recherches à mots-clés, c'est plutôt le portal ShareParl qui est ouvert au public, qui est utilisé. On va voir ça dans une autre vidéo. Ici, dans la séance, dans cette partie privée de l'outil, on peut aussi faire des recherches par mots-clés. Puis ça, on peut faire avec le petit loop qui est montré là. C'est plutôt utilisé pour des recherches ou pour chercher et remplacer des mots, mais on peut bien sûr aussi juste chercher des mots-clés. Mais pour la vraie recherche par mots-clés, c'est plutôt SharePal qu'on va voir dans un petit instant. Je vous montre ça aussi. Je continue avec la présentation et vous montre SharePal après. Le prochain point, c'est la retranscription des segments individuels. Aussi là, on a eu des questions si on ne peut pas retraiter certaines parties de la séance. Désormais, les segments peuvent être retranscrits individuellement. Ici, on prend un exemple. J'ai ouvert un segment et j'ai pas de texte. Alors, je peux juste cliquer sur la baguette magique au-dessus de l'éditeur du texte. Ce bouton, il est nouveau. Et le système demande juste une confirmation car qu'il n'est pas possible de modifier la séance pendant la transcription. Après quelques instants, le texte généré automatiquement s'affiche et je peux continuer à travailler normalement. Alors, si jamais s'il y a des parties manquantes de la séance, avec quelques clics, on peut très facilement générer du texte avec la transcription automatique. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a rajoutée parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont demandé. Une autre nouveauté, c'est qu'on peut supprimer un sujet de l'ordre du jour plus facilement. Là, on a aussi eu des demandes. Je vois ici des sujets comportant un segment. Auparavant, il n'était pas possible de supprimer un point de l'ordre du jour qui n'était pas vide. Désormais, je peux supprimer un point de l'ordre du jour sans qu'il soit vide. Et puis, les segments sont classés dans le point de l'ordre du jour précédent. Cette fonction est particulièrement utile lorsqu'on a inséré un point de l'ordre du jour avec la souris droite par erreur. Puis avant, on a dû déplacer tous les segments avant qu'on pouvait effacer ce sujet. Maintenant, on peut l'effacer et puis les segments, ils sont juste rajoutés au point de l'ordre du jour précédent. Passons maintenant au portail public qui s'appelle ShareParl, où on peut aussi faire des recherches par mots-clés. La dernière nouveauté, elle concerne ShareParl, et puis c'est la lecteur. La lecture se poursuit automatiquement à la fin d'une intervention. Dans les anciennes versions, le lecteur s'arrêtait après chaque intervention. Et maintenant, il est désormais possible de configurer la lecture automatique du segment suivant. Alors, dans ce vidéo-là, j'ouvre, je reparle du Conseil général de Colombie. Là, je clique sur une séance. S'agissant du procès-verbal décisionnel de la séance du 9 décembre 2024, y a-t-il des remarques ou propositions de modification? Oui, Madame Métraillé. Marie Métraillé pour le groupe du Centre. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai deux petites remarques concernant le PV décisionnel de la dernière fois. Et puis voilà, là, vous voyez comment la lecture continue automatiquement. Avant, le système a toujours arrêté après l'intervention d'un locuteur. Mais on a eu pas mal de demandes si on ne peut pas configurer que le système continue automatiquement. Et puis ça, c'est désormais possible. Alors, on peut le configurer. Vous avez la possibilité de laisser tout comme il était jusqu'à maintenant. Alors, le système s'arrête après une intervention. Ou on peut configurer que la lecture continue automatiquement. Peut-être juste pour rajouter un petit point à ce sujet-là. Maintenant, on est à la séance questions-réponses numéro 2. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vite voir si je peux vous montrer encore la recherche en mots-clés. Bah, voilà. Maintenant, vous devrez voir l'archive audio du conseil municipal de Colombey-Murat. Ça, c'est public. Alors, tout le monde peut y accéder. On n'a pas besoin de mots-clés, de mots de passe. Là, on voit les séances du 2024-2025. Et puis là, il y a un bouton recherche. On peut mettre des mots-clés. On peut, par exemple, chercher pour
Sion. Je ne sais pas s'il parle de Sion. Et puis voilà, là, on voit que dans la séance du 10 juin 2024, c'est Birman, il a dit Sion, et puis on peut cliquer là-dessus. Aux autorités cantonales. Et puis là, le nom Sion était dit. Aussi, dans le sujet d'hiver, quelqu'un dit Sion. D'un poste de Là, on n'entend pas bien. Là, il a un petit problème avec le son, il me semble. Mais là, Avait trop, ou aussi au niveau cantonal, cette validation par le là aussi, on a trouvé tous les mots. On peut combiner plusieurs mots-clés. On peut aussi chercher d'une certaine date à une autre, ou on peut aussi filtrer par des intervenants. Alors ça se passe tout avec un clic sur le bouton recherche là tout en haut. Ce portail, il est aussi accessible sur le mobile. Est-ce qu'il y a des autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, j'ai une petite demande. Il y a des personnes qui vont nous quitter maintenant. Une petite demande, vous pouvez nous donner votre avis sur ce webinaire en utilisant le code QR suivant. Nous ne connaissons pas encore la date et le lieu du prochain webinaire. Nous serions heureux que vous fassiez part de vos préférences et de vos réactions dans le cadre d'un bref sondage anonyme. Alors, si vous cliquez ou si vous scannez ce code QR ou si vous allez sur ce formulaire, le lien devrait aussi être vous montrer si vous quittez le webinaire Zoom. Là, vous avez aussi le lien via ce formulaire Google. Vous pouvez nous dire les points positifs et négatifs de ce webinaire pour nous améliorer. Vous pouvez aussi nous mentionner des points positifs ou négatifs concernant l'outil, le software. Et puis, cette sondage, elle est complètement anonyme. Alors, il ne faut pas laisser l'adresse email. Vous pouvez, c'est facultatif, mais il ne faut pas. Alors, vous pouvez le faire tout à fait anonyme. Et puis, vous pouvez aussi voter sur les semaines et les jours pendant la semaine du prochain webinaire.